Vous croyez que c'est une chose facile? Il faut d'abord quelqu'un qui accepte quasiment de tout perdre, de donner ce qu'il a. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une épouse qui a accepté que je puisse dépenser de l'argent pour le parti. C'est ça la réalité. Quand Pierre Mamboundou meurt, mais qui, en dehors de Pierre Mamboundou, pouvait assumer les responsabilités du parti? Qui verse les cotisations? On ne va pas dire que c'est Pierre Mamboundou qui a bloqué tout cela. Il n'est plus de ce monde. Et les autres partis, qu'est-ce que ces partis sont devenus sans moyens, puisqu'il n'y a pas de cotisation? Mais vous croyez que les choses sont faciles? Vous croyez que si on se maintient, c'est par plaisir? Mais moi, j'ai envie d'aller me séjourner en France, ailleurs, me balader et tout faire. Monsieur Manganga Moussa. Vous croyez que dans un pays médiocre comme le Gabon, où il y a beaucoup de médiocrité, on a plaisir à alimenter le débat quand les gens ne comprennent pas exactement la quintessence du pouvoir, quand chacun pourra savoir des choses qu'il ne maîtrise pas. Mais on a envie de quitter ce pays. Mais on se dit, mais si je quitte ce pays, c'est sacrifier les jeunes. C'est pourquoi on continue de se battre. Quand on a des idées, quand on a des projets, on voudrait les faire appliquer. Ce n'est pas une autre raison. Si c'était pour les biens, les voitures, les maisons, mais mon Dieu, ceux qui connaissent Mouila, sauf la jeune dame, ils savent que c'est que dans ma concession, j'ai au moins 4 ou 5 maisons. Et il faut de quoi j'ai encore besoin? Si ce n'était que les biens terrestres. Mais il faut bien laisser à ce pays des situations où les jeunes, parce que moi je peux parler à Oligui, mais vous là, vous n'avez pas la capacité de lui dire ce que moi je peux lui dire. C'est ça le combat politique. C'est-à-dire que je suis à un stade où je peux dire un certain nombre de choses sans peur. Mais si c'est à cet âge-là que je me dis, moi je ne fais plus de politique, je ne veux plus me battre, mais qui viendra, qui aura cette possibilité de contredire? Il n'y a que des gens comme nous. Mais ce que vous ne comprenez pas, vous dites les jeunes. Vous croyez que moi je ne voudrais pas qu'un jeune soit président? Mais s'il est président, ce n'est pas pour venir encore. Vous savez, il y a des gens, à un moment, nous sommes dit, au premier congrès qu'on a tenu à Mouila, que Madame Maganga ne devait pas être vice-présidente du parti. Mais tous les vieux qui étaient à ce congrès sont venus me voir pour dire, monsieur, nous ne voulons pas que Madame Maganga quitte la vice-présidence. Parce que quand vous n'êtes pas là, nous on s'adresse à elle. Et on sait que quand il faut prendre la décision, vous êtes à deux, vous donnez les moyens qu'on vous demande. Mais si l'un de vous quitte cette position, le parti n'existera plus. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les partis politiques. Les partis politiques avec les sacoches, oui, il peut y en avoir des masses. Mais les vrais partis politiques, c'est pas évident. Monsieur Dissamou, nous vous écoutons pour votre question. Bonsoir, monsieur Mangam Savou. Bonsoir. Je suis Chouard de Yombi. Moi, ma question est la suivante. Pourquoi interdire les membres du gouvernement de se présenter aux élections présidentielles alors que nous savons que M. Oligui Nguema a été ministre de la Défense? Et ma deuxième question, pourquoi aller emprunter le Coran à la guerre équatoriale alors que nous savons que nous avons les moyens pour alimenter la ville d'Oyem? Ça, ce sont des questions d'une grande opportunité pour dire que quand vous voyez quelqu'un qui met en place une charte et qui dit tous les autres ne sont là que pour m'accompagner et que moi seul
j'ai la possibilité de me présenter, dites-vous bien, si vous devez fuir, c'est une image, fuyez une telle personne. Ça veut dire que sans coup férir, nous allons installer une véritable dictature. Et nous l'aurons voulu nous-mêmes. Ça, c'est d'un. Parce qu'il n'y a pas de raison que dans un pays démocratique où on veut assainir la situation, on se présente soi-même alors qu'on est venu pour rétablir la dignité, pour faire en sorte qu'il y ait la transparence et qu'il y ait la démocratie. Mais il y a des Gabonais qui estiment que c'est normal qu'Oligui Nguema soit le seul à être candidat et qu'il prenne des dispositions discriminatoires pour écarter un jeune, le président Bongo. Quel âge il avait quand il a été choisi comme vice-président et ensuite président de la République? Si en 67 ans, en 1967, il avait 32 ans, il est devenu vice-président au moins à 31 ans, voire 30 ans. Donc, voyez-vous, la valeur de l'homme n'attend point le nombre des années. Et puis, vous constaterez, je m'excuse, des gens qui parlent encore le français en mettant le à la place de lui à la place de le, ça on n'en veut plus normalement puisqu'on a formé des élites. Mais puisque les Gabonais peuvent s'en contenter, contentons-nous de cela. C'est ça, c'est la médiocrité. On y va, on continue. Il n'y a pas d'exemple à donner. Et on estime que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Effectivement, que ce soit à Fougamou, chez nous, à Tsamba Maouzi. Lui, à la place de lui, il s'agit de qui, s'il vous plaît, parce que nous sommes perdus. Non, il s'agit de personne. Vous chercherez vous-même. Ne mangez pas le piment avec ma bouche, comme on dit vulgairement. Et je dis tout simplement que nous avons des cours d'eau, nous avons des fleuves, nous avons des chutes où on peut mettre des barrages. Et on a dit qu'à Lokano, on devrait faire un barrage pour alimenter toute cette zone-là du Wellington. C'est quand même une honte. Non pas que ce soit malvenu d'avoir des liens entre pays et d'avoir des connexions. Mais si la Guinée nous donne le courant, mais nous aussi on peut donner le courant en interconnectant nos réseaux pour donner le courant à tous les villages et de Guinée équatoriale et du Gabon. Mais si la Guinée équatoriale a eu le pétrole, le Gabon en a eu bien avant. Mais au moins la Guinée équatoriale, les responsables n'ont pas pensé qu'à eux, ont pensé à mettre en place des structures. J'espère que ces structures vont se pérenniser. Mais au Gabon, on a pratiqué une politique où on mange la poule et les œufs. Et il n'y a parfois plus rien. Qu'on est obligé d'aller demander à l'autre, qui par solidarité nous donne le courant. Mais nous devions avoir quand même un peu de décence pour ne pas aller dans ce sens-là. Mais bien entendu, la situation est telle que nous pouvons constater que les 18 mois du CETERI n'ont pas amélioré la gestion. La gestion est plus catastrophique que ça, parce que on fait dans le hors-budget tous les investissements réalisés par le CETERI. D'abord, le CETERI n'est pas une entité en tant que telle, n'est pas un ministère. Mais le CETERI est une véritable nébuleuse qui dispose des moyens, qui investit. Mais ce n'est plus l'État qui investit, c'est maintenant le CETERI. Mais tout le monde l'admet. Et donc, la gestion ne peut pas s'améliorer dans ces conditions-là. Elle est hasardeuse. Et c'est pour cette raison que nous sommes en difficulté. Monsieur Flavie, Flavie, nous vous écoutons pour votre question, s'il vous plaît.
Javi n'est pas disponible. Monsieur Balting, vous nous recevez? Je vous reçois. Bonsoir à tous. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, Excellence, Monsieur le vice-président de la République. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt et je tiens à vous féliciter pour le parcours qui est le vôtre. Et je voudrais simplement, en tant que jeune Gabonais, observateur et acteur de la vie, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Là. Ouh. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Avant que de poser ma question, je voudrais simplement rappeler aux Gabonais que, il faut rappeler que c'est tout à fait normal qu'on se retrouve dans un tel pugilat. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un manque de, il y a un défaut de vérité et il y a un besoin de vérité d'un côté et d'un autre. Il y a un défaut de vérité. Je ne dis pas que les gens ne sont pas capables de dire la vérité, mais peut-être que il faut aller plus loin. Et là, je suis en tant que fils, là je parle en tant que fils parce que je suis du Sud aussi, et là je m'adresse à un père pour dire que peut-être qu'il faut aller plus loin. Et ça, c'est l'une des qualités que l'on sait de M. Maranga Monsavou, c'est-à-dire d'être franc et de dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que c'est l'exercice auquel devraient s'atteler tous ceux qui se révéleraient être les adversaires de cette théorie en 2025. Maintenant, je m'avais posé une question. Très cher père, est-ce que vous pensez que les urnes sont la solution en 2025 face à cette théorie? Ou pour sortir le Gabon, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé depuis 1967 à nos jours, est-ce que les urnes sont la solution? Là, je m'adresse à l'expérience qui est la vôtre et en tant qu'homme politique. Bien, la réponse est simple. Je vous ai dit au début, quand j'avais applaudi l'avènement de CETERI, c'est parce que nous en avions marre tous d'aller aux élections, d'exposer nos idées. Nos idées n'étaient pas comprises par les populations parce qu'elles étaient préoccupées par le ventre. Donc, ceux qui avaient de l'argent faisaient tout pour non seulement corrompre les populations, mais encore s'accaparer des résultats. Quand je dis l'argent et la force ce sont les armes. La force, ce sont les militaires. La force, c'est la garde républicaine. À partir de ce moment, l'arrivée d'Oligui était pour moi une chance pour le Gabon s'il ne s'impliquait pas dans l'élection. Mais en s'impliquant dans l'élection, les chances du Gabon de sortir de l'ornière n'existent nullement. Donc, l'élection n'est pas la voie royale qui devrait nous mener vers des lendemains meilleurs, malheureusement. Mais pour le démocrate que je suis, je reste persuadé que on peut toujours rechercher la solution par des voies pacifiques, par des voies démocratiques. Mais malheureusement, vous avez raison, ces voies ne nous mèneront nulle part. Celui qui a le pouvoir actuellement, qui a su éliminer toute la classe politique de la compétition, qui a pu éliminer par une constitution certaines personnes en fonction des âges, ne peut pas accepter que s'instaure une véritable démocratie. Alors, la solution, je vais vous le dire clairement, il n'y a que des coups d'État. Un coup d'État amènera un autre coup d'État. Un autre coup d'État amènera toujours un autre coup d'État.
Or, il va falloir, pour nos enfants, pour l'avenir de la jeunesse gabonaise, que la démocratie s'instaure. C'est pourquoi je continue à me battre, à faire comprendre que sans la démocratie, nous n'irons nulle part. Et à nous complaire dans des situations comme parce qu'il y a des gens qui justifient que quelqu'un qui a dit qu'il rendrait le pouvoir aux civils puisse être candidat. Que quelqu'un qui a dit celui qui est ministre ne peut pas être candidat alors qu'il a été lui-même ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, on estime qu'il peut être candidat. Mais dans quel pays sommes-nous? Quelle population nous avons? Quelle jeunesse nous avons? Si vous savez, j'ai fait un discours en 1990. J'ai observé la classe politique, fougueux comme j'étais. Je me suis dit, les anciennes générations vont s'écrouler très vite. Et il restera les jeunes générations. Ces jeunes générations vont pouvoir donner un nouveau peuple. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé parce que la nature des arbres, la nature des Gabonais, c'est qu'on est tous tordus. La nature des arbres était une nature où tous les arbres étaient tordus. Mais quand on allait dans le sous-bois, on pouvait avoir des jeunes pousses qui poussaient droit, non. Mais ce qui était pire, c'est que les jeunes pousses étaient couchés. Aujourd'hui, les jeunes sont couchés, n'ont pas de perspective, n'ont pas d'emploi, n'ont pas de vision du futur. C'est pourquoi tous veulent faire la politique. C'est pourquoi on croit qu'un jeune, que c'est une question de génération. Or, la politique est une question d'expérience. Vous voyez quelqu'un que vous avez élu en 2023, qui, moins de 2 ans après, qu'on disqualifie en disant qu'il ne peut pas être candidat par l'âge, des gens, des docteurs, des agrégés, des gens qui ont des idées à revendre, ceux-là n'ont plus le droit. Parce que quelqu'un l'a voulu. Mais moi, je ne le veux pas. Si lui, Oligui, est candidat, moi, je suis candidat. Si je ne suis pas candidat, et qu'il réussisse à ne pas admettre ma candidature. Pourquoi? Parce que d'abord, la Constitution n'est pas en vigueur, et quand une Constitution n'est pas en vigueur, toute la Constitution n'est pas en vigueur, et les juristes vous diront qu'on ne peut pas prendre des dispositions pour appliquer d'une Constitution qui n'est pas entrée en vigueur. Ça, c'est d'un. De deux, se référer à 1991, la Constitution de 1991, est une hérésie, puisque la Constitution de 1991 a entraîné la situation qui nous a amenés à Paris, après des élections bâclées, et nous sommes arrivés devant le peuple souverain à mettre en place une toute autre Constitution impersonnelle et non discriminatoire, dont on ne se réfère pas. On va adopter la nouvelle Constitution par référendum. Mais la Constitution dont on se réfère, modifiée en 95, était aussi par référendum. Il y a parallélisme des formes. Ici, le pays n'est pas une auberge espagnole. On prend ce qui nous intéresse, on laisse ce qui ne va pas. S'il est candidat, alors qu'il s'est tiré une balle dans le pied, alors qu'il a été ministre et donc ne peut pas être candidat, alors qu'il a dit qu'il remettrait le pouvoir aux civils et qu'il n'a pas enlevé sa tenue militaire, moi, Maranga Moussavou, fils de ce pays, ayant mes droits civiques et politiques, je serai candidat. C'est une façon, pour moi, de poser le problème de la sincérité, du discours politique, des engagements pris et qu'on doit respecter. D'accord, je vous remercie. Donc, monsieur le président de la transition a été ministre, c'est ça? En quelle année? Ministre de quoi? C'est bien ça ou j'ai mal entendu? Il a été ministre, président, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur.
En quelle année? Ça, c'est De la fou. transition. De la transition. Kenge, Alberni, tu n'es pas Alberni, tu n'es pas sans savoir que c'était au départ, enfin, au début de la transition, il était ministre de la Défense et de l'Intérieur. Après, il a été Ah non, non, ministre je de ne la sais Défense. pas. Mais tout le monde le sait. Il Ah a non, été non, je ministre de pensais la qu'on Défense parlait parce des que... années antérieures avant le... Non, Je pensais mais qu'il s'agissait... je parle de l'actualité. Il a été ministre Ok. de la Défense et ministre de l'Intérieur, et en tant que tel, il ne peut pas être candidat. Et en même temps, commandant en chef de la GR. Et commandant en chef de la GR, Il est toujours. quand même. Merci, monsieur le vice-président de la République. Ok. Monsieur... Et vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, on se pose des questions. Oui. Oui, monsieur le fédéral, nous vous écoutons. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le panel, bonsoir Excellence Président Manganga Moussavou. Bon, écoutez, je suis citoyen gabonais, j'ai essentiellement deux questions. La première question, parce que nous savons tous que vous êtes un haut commis de l'État, né en 1952 à Mouela. Vous avez essentiellement occupé le poste de ministre de la Planification, ministre de Transport et de l'Aviation civile, ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir apporté un plus-value dans l'ensemble de ces départements ministériels que vous avez occupés? Sinon, lesquels? Est-ce que vous pouvez expliquer aux Gabonais clairement que, bon, voilà, moi, quand j'étais à la planification, voilà ce que j'ai apporté au Gabon, et le Gabon m'en sera reconnaissant. Au niveau de la, disons, du transport, voilà ce que moi, en tant que ministre, ce que j'ai initié, et le Gabon me sera reconnaissant jusqu'à la mort. Donc, ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, puisque vous semblez brandir votre puissant actif immobilier, est-ce que, parce que j'ai quand même fait quelques petites recherches, je sais que vous n'êtes pas héritier, vous avez effectivement, vous êtes diplômé de l'université et vous avez poursuivi vos études jusqu'à avoir le doctorat en France. Est-ce que, indirectement, vous expliquez aux Gabonais qu'il suffit seulement de brandir une carrière politique pour devenir aussi puissant financièrement, puisque on est clair que à la base, vous n'étiez pas un homme d'affaires, puisqu'il vous a fallu occuper un certain nombre de postes politiques, c'est ce qui vous a prévalu avoir une puissance financière, puisque vous présentez vos actifs immobiliers avec beaucoup de fierté. Est-ce que c'est une façon de dire aux Gabonais qu'il suffit seulement de faire de la politique, puisque c'est normalement, bon, c'est ce qui est souvent le cas. Est-ce qu'il suffit seulement de faire de la politique pour de facto devenir puissant financièrement au Gabon? Merci. Bon, reprenez la première question. Vraiment. La première question est de savoir, vous, en tant que haut commis de cet État, vous avez essentiellement occupé le poste de ministre ministre de la Planification, ministre de l'Agriculture. Est-ce que pour vous, vous avez le sentiment d'avoir apporté un plus-value dans l'ensemble des départements que vous avez occupés? Est-ce que le Gabon peut vous, s'il vous plaît, est-ce que le Gabon peut reconnaître à vous que quelqu'un qui a initié disons, une réforme, quelque chose qui est indélébile au Gabon aujourd'hui, au niveau du transport, au niveau de l'agriculture, puisque nous reconnaissons tous, nous accordons tous que nous avons depuis plus de 64 ans. Oui, j'ai compris. Vous m'avez rappelé. Voilà. Oui. D'accord. Merci. Oui. J'ai été effectivement nommé ministre de la Planification et de l'Aménagement du territoire. On m'a enlevé le volet financier. C'est-à-dire le ministre de la Planification était ordonnateur du budget d'investissement. On m'a enlevé cela parce que j'étais de l'opposition. Mais cela ne m'a pas empêché de planifier et de veiller à l'exécution de ce que j'avais planifié. J'ai planifié la route et fait exécuter la route Oyem-Minzik. J'ai fait faire le pont qui relie les trois États en tant que ministre de la Planification par l'Union européenne. J'ai fait faire
en tant que ministre de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, le pont d'Ibunji pour désenclaver Ibunji. J'ai fait faire, en tant que ministre de la Planification, les ponts de Douya, les ponts de Dibotsa et le pont de Mongo. J'ai fait faire la route Lambaréné-Fougamou en direction de Mayumba. J'ai fait faire l'investissement de l'hôpital des militaires et qui a été refait, cet hôpital a été refait et les Autrichiens sont venus quelques années après reprendre cet hôpital. Quand j'étais ministre des Transports, je suis resté 1 an. La première chose que j'ai eu à faire, c'est aller à Tchibanga. Tchibanga est une ville où il n'y avait pas d'eau à l'aéroport de Tchibanga parce que l'eau s'arrêtait à quelques 5 kilomètres de l'aéroport. En tant que ministre des Transports, j'ai pris sur moi d'investir dans l'adduction d'eau, de prolonger l'adduction d'eau juste à l'aéroport de Tchibanga pour que cet aéroport ait des commodités. Un jour, en Conseil des ministres, le Premier ministre Yedendon m'a posé la question, il s'agit des gens qui sont vivants. Il m'a posé la question de savoir, mais qui m'a autorisé à aller mettre l'eau à Tchibanga? Et, paix à son âme, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, lui, Gaston Maïla, a répondu à Yedendon, mais si Maranga ne le fait pas, qui va le faire? Et ensuite, j'ai fait en sorte que l'aéroport de Koulamoutou, qui menaçait de se casser en dos, soit réparé. J'ai fait des pieds et des mains pour réparer cet aéroport. Parce que Koulamoutou est une des villes enclavées. La province même de Logoué-Loulou est très enclavée. Soit on passe par Langounier, soit on passe par la route économique, mais la route économique est dans un état indescriptible. Donc la seule façon d'accéder dans cette province, c'était l'avion. Et à l'époque, quand on avait des avions, il faut reconnaître qu'on a eu, au regard de la situation que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu des avancées. Et il y a eu, j'ai constaté que quand j'étais candidat en 1993, je suis allé à Minzik en avion. Je suis allé à Medoune en avion. Je suis allé à Bitam en avion. Je suis allé à Ndendé en avion, à Fougamou en avion. Malheureusement, il n'y a plus d'aéroport dans les capitales départementales et dans les capitales provinciales. L'aéroport de Koulamoutou, menacé de se casser en deux, s'était construit sur une montagne de sable et j'ai tout fait pour que cet aéroport soit fonctionnel. Ça c'est en tant que... Je suis resté 1 an en tant que ministre des Transports. Ensuite, il faut que vous sachiez que j'ai été ministre de l'aménagement du territoire, j'ai été ministre de la refondation, c'est pas là où on gère les fonds, j'ai été ministre de l'enseignement technique et j'ai investi dans un centre de formation, tenez-vous bien, depuis 2009, juste que je suis parti du gouvernement, jusqu'à ce jour, ce centre de formation n'est même pas encore terminé. Ministre de l'Agriculture aussi. Pardon? Et en tant que ministre de l'Agriculture, oui, merci, oui. J'avais un budget de 500 millions. J'ai pris 400 millions pour investir dans l'école des cadres ruraux de Yem. Parce que je me suis dit, sans la formation, je voulais même que cette école soit à la fois sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, mais qu'il serve aussi aux collectivités locales.
C'est-à-dire que les éléments sortants de cette école des cadres d'ODOYEM puissent être affectés dans les cantons pour aider les populations, pour encadrer les populations. Et donc, pour moi, sur 500 millions de budget, j'ai investi 400 millions à la reprise de l'école des cadres d'ODOYEM et 100 millions pour le Siam d'Untum, parce qu'il faut des semences, il faut un semencier et des semences pour alimenter tous ceux qui veulent cultiver. Voilà ce que j'ai fait. Évidemment, au bout d'un an, bon, vous savez ce qui m'est arrivé. C'est pas la première fois que je subis des incongruités, où on m'a dit que j'ai failli assassiner le vice-président, comme l'affaire du Tevazingo, comme d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais c'est ma vie. J'en ai souffert, mais au moins, j'ai montré qu'on pouvait faire preuve de résilience. Et c'est comme ça qu'on se prépare à gérer tout un État, à gérer une population, parce que la population, si vous ne savez pas résister, vous allez tuer tout le monde, vous allez insupporter les critiques, vous allez faire n'importe quoi. C'est pourquoi parfois c'est une formation qui est nécessaire avant d'accéder à la fonction suprême de s'occuper de tout le monde. Et si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas un apprentissage nécessaire et suffisant, vous allez faire n'importe quoi. Nous vous remercions. Gabonisation, nous vous écoutons pour votre question. La deuxième question. Excellence, Oui, avant d'arriver à la deuxième question, est-ce que avez-vous, d'abord la première question, le sentiment d'avoir répondu à l'entièreté des doléances des Gabonais avec tout ce que vous avez énuméré là, c'est-à-dire au niveau du ministère nous avons commencé à la planification. Quand je parle. En dehors de quelques ponts, non, vraiment, excusez-moi, hein, en dehors de 3 ou 4 ponts dont vous avez brandi, l'axe Mindik, je pense, Mindik, je ne sais pas si vous pouvez réécrire. Mindik Oyem, si vous ne connaissez pas le Wellington. Justement, c'était vous le patron de ce département-là, donc vous avez la maîtrise de ce dossier plus que moi. Avez-vous le sentiment d'avoir atteint de façon totale à la satisfaction des Gabonais? D'abord, si je réponds... Avant d'embrayer à la deuxième question. Si j'ai répondu on va tourner le fédéral, c'est bon. Si j'ai répondu à votre question, c'est pour vous dire qu'il y a des ministres qui ont posé des actes qui sont des actes voulus par pire que vous. Écoutez, qui ont posé des actes qui sont l'émanation de leur volonté. Et là, ça a été ma volonté. J'estimais que la route Lambaréné, parce qu'à l'époque, on avait fait la route du Nord, qu'il fallait faire la route du Sud. En tant que planificateur, j'ai tenu à cela. Et je n'ai pas demandé l'autorisation au président. J'ai dit que ça devait se faire. Et j'ai inscrit ça dans le budget du ministère des Travaux publics. Et en plus, quand vous dites quelques ponts, ça, ce sont des réalisations qui sont de mon initiative. Mais un gouvernement, c'est un tout. Il n'y a pas à dire, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais là, je vous donne des actes que j'ai posés volontairement moi-même parce qu'il fallait résoudre le problème, par exemple, du pont d'Ibunji pour désenclaver cette ville. Il fallait faire des ponts impérativement pour faire en sorte que les gens ne se tuent pas à ces ponts. Et il y avait beaucoup d'accidents. Il fallait donc commencer par mettre les ponts à un bon niveau. Et lorsqu'on a bitumé, on n'a pas eu besoin de refaire ces ponts-là. Donc il fallait avoir une idée pour précéder le bitumage en faisant des ponts en béton pour éviter des morts d'hommes. Au Gabon, nous ne sommes pas nombreux. Un mort de plus, un mort, c'est un mort de trop. Et il a fallu réagir comme ça. Et vous ne trouverez pas beaucoup d'hommes politiques. Par exemple, je n'ai pas cité le lycée d'Untum. C'est ma collègue, Paulette Missambo, qui va me dire il faut absolument que je s'y donne mon accord pour que le lycée d'Untum puisse se construire. J'ai marqué mon accord.
Et je lui ai dit, c'est bien, mais j'ai besoin, pour l'éducation nationale, qui est ton ministère, de 9 salles de classe. Vous savez, d'autres, pour signer, demandent de l'argent. Moi, j'ai demandé 9 salles de classe, d'abord pour voir si le budget tel qu'il était prévu était vraiment un budget strict. J'ai compris que ça ne l'était pas. J'ai dit, donnez-moi 9 salles de classe. J'ai mis 3 salles de classe dans le village Mukabo, dans Douya au Noy. J'ai mis 3 salles de classe à Mbadi, c'est l'Adola, et 3 salles de classe à Nanga, parce que les écoles étaient pourries et que les enfants des Gabonais avaient besoin de se scolariser dans des endroits corrects. J'aurais pu citer d'autres exemples. La construction des écoles dans le canton Gounier central, mais ça n'est pas ça ma préoccupation. Vous me dites des choses qui doivent rester comme les actes posés par un homme politique qui dit le Nord a eu des investissements. À cette époque-là, la route s'était faite. Le goudron arrivait jusqu'à Lambaréné. Il fallait le prolonger. Et je vous assure que ça a été une guerre pour que certains admettent qu'on mette du goudron qui parte de Lambaréné jusqu'en direction de Mayumba. Merci, merci. S'il vous plaît. Ce n'est pas un procès. Vous avez posé la question. Ce n'est pas un procès qu'on fait à monsieur Pierre Claver Manga Moussavou. Ici, nous posons des questions en rapport avec la politique actuelle, c'est-à-dire le CTRI et sa candidature. Arrêtez de ressasser le passé. Il y a longtemps, il est venu ici, il avait déjà parlé de toutes ces questions du passé que vous venez à chaque fois et à chaque fois encore poser. S'il vous plaît, prenez le temps en commentaire de réfléchir à vos questions et de poser des questions pertinentes avec l'actualité. Merci. Maintenant, pour répondre à sa dernière question, si vous permettez, il faut que les Gabonais sachent que nous ne sommes que des consommateurs. Quand le Malien arrive, je prends l'exemple du Malien arrive chez nous, il n'arrive sans rien, il ne parle pas le français, rien. Le lendemain, c'est lui qui nous vend les boîtes de sardines. Le lendemain, c'est lui qui nous vend le pain. Le lendemain, c'est lui qui nous vend les paquets d'allumettes. Et nous sommes très contents. Et quand un Gabonais qui a été à l'école, qui sait ce qu'il veut dans la vie, veut montrer l'exemple qu'un Gabonais peut aussi faire et autant s'enrichir, il y a des Gabonais qui trouvent que c'est anormal. Parce que pour le faire, il faut avoir volé. Mais moi, je suis l'exception. Je sors du Fonds monétaire international. Avant de partir au Fonds monétaire international en 1982, après qu'on m'ait tiré dessus, parce que j'avais écrit un livre sur l'aide publique de la France au développement du Gabon, où j'ai dénoncé la gabegie, la concussion, les dépenses ostentatoires en 1980, il faut se souvenir que, pour ceux qui étaient déjà nés, que la gare routière, c'est en 1981. La gare routière arrive après que j'ai soutenu ma thèse en 1980 à la Sorbonne, où je dénonçais la gabegie, la concussion, les dépenses ostentatoires. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et le président Bongo décide de m'envoyer au Fonds monétaire international, où j'avais été formé à l'Institut du Fonds monétaire international. Alors, avant de partir, je demande à des amis, je donne à une société 5 millions pour refaire la maison de mon père. Et ensuite, je donne à ma tante un peu d'argent, plus d'1 million, pour commencer à me construire une maison au village, à Moutassou. Quand je reviens 2 années après, la maison n'a pas été construite et la société me dit, je vous remets les 5 millions, mais je fais les travaux. Et je loue. Je dis qu'à cela ne tienne. Et j'ai repris à mon compte les travaux de Moutassou, puisqu'il n'y avait pas, ça n'avait pas évolué. Et ensuite, nous sommes revenus des États-Unis avec un pécule, pas beaucoup,
Parce que l'avantage, quand vous versez des cotisations, quand vous quittez le Fonds monétaire international, on vous rembourse ce que vous avez donné comme participation. C'est avec cet argent qu'on arrive, on demande un crédit de 20 millions à BICIG, et nous nous mettons à construire la maison, une maison chez mon épouse, à Diyanga, et nous nous mettons aussi en même temps à construire une maison sur le terrain de Moutsanopinza chez mon père. Et c'est comme ça que je donne à Sogafev de l'argent pour construire cette maison. Je me rends compte qu'en étant qu'au soubassement, il me demandait déjà 11 millions. Je dis non, à cette allure-là, je ne m'en sortirai pas. J'ai demandé aux travailleurs sur le chantier s'ils acceptaient que moi je les paye directement. Ils m'ont dit oui. C'est comme ça que j'ai appris à être entrepreneur, à surveiller moi-même mes travaux et à me rendre compte que si vous avez 10 millions, vous pouvez même faire 2 ou 3 maisons parce que vous ne vous servez pas dessus. Parce que vous veillez à dépenser le moins de sous pour votre projet. Nous l'avons fait, on a réussi. Et puis, il nous restait un peu d'argent. Je suis un peu comme je suis. J'ai décidé de récupérer le terrain que la police avait abandonné. J'ai récupéré ce terrain, j'ai construit par révolte une vingtaine de logements. Pourquoi? Parce que je me rendais compte que les professeurs de l'enseignement secondaire étaient mal logés et qu'ils allaient aux toilettes hors des maisons. J'ai dit, mon Dieu, si nous voulons améliorer le niveau d'enseignement à Mouila, il faut que les professeurs soient bien logés. Et c'est comme ça que par révolte, j'ai pris ce terrain, j'ai commencé à construire ces maisons. Le président de la République, d'abord, m'a soutenu, le président Omar Bongo, parce qu'on m'a dit que j'ai volé le terrain. Comme si on peut voler un terrain. Parce que mes aînés m'en voulaient pour avoir occupé ce terrain, qui était vide. Et c'est comme ça que BICIG m'a accompagné pour terminer les travaux et que le président Bongo de passage a demandé au ministre, le ministre de l'économie et des finances, de louer mes maisons. Merci. Si vous allez voir ce que m'a rapporté, puisque avant même que l'État ne recense ce qu'il dépense par bailleur, parce que ce n'était pas informatisé, avant l'informatisation, on ne compte pas ça, mais depuis qu'on a informatisé, si vous allez voir combien j'ai touché de l'État pour mes maisons, vous verrez que ça fait plus de 3 milliards. Et par conséquent, si vous avez 3 milliards, vous pouvez continuer à construire. Et c'est ce que j'ai fait. Vous croyez que tout le monde est obligé de voler? Au plan, on ne m'a pas donné l'occasion de voler. On m'a enlevé le volet financier. Peut-être que j'aurais pu être un voleur. Mais quand vous avez déjà un bon début, mais vous continuez. Je ne vois pas ce qui fait que ce soit de la mer à boire. Si ce n'était pas la politique, je vous assure que j'aurais peut-être 200, 300 maisons. Parce que c'est possible de le faire. Mais au Gabon, tout le monde est voleur. Il n'y a pas d'exemple. Et comme tout le monde est voleur, Maganga est aussi voleur. Non, pas du tout. Allez voir, je paie mes impôts, je vis avec les moyens que j'ai, la banque me donne de l'argent, vous allez voir à BICIG, allez voir à BGFI, on vous dira que Maganga Moussavou ne doit pas grand-chose, parce qu'on doit toujours quelque chose, ne doit pas grand-chose ici, mais qu'il a des crédits, qu'il a eu des crédits et qu'il a remboursé pour construire l'Ambaréné. J'ai pris un crédit pour construire mon immeuble à Mouila. J'ai pris un crédit à ma banque. Les Gabonais ne savent pas que les banques c'est fait pour emprunter. Il y a M. Yazor en commentaire qui demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait éventuellement prouver que vous êtes honnête. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un en commentaire qui demandait si vous pouvez est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait prouver éventuellement? Allez-y à ma banque.
à la BICIB. Ok. Allez-y à BGFI. On vous dira que M. Maganga, si tous les Gabonais étaient comme lui, ce pays ne serait pas comme il est. On ne peut pas se prévaloir. Mais les autres, sauf que les banques ne sont pas là pour dire ce que sont les clients. D'accord. On va continuer. Monsieur Agwango. Monsieur Agwango, vous êtes là? C'est à moi la parole là. Je vais aujourd'hui. Qui a la parole là? Madame, c'est pas à moi la parole là. Non, c'est à moi. Moi, j'ai juste une question. La gabonisation d'abord. Mon cerveau, et puis je parle. Donne la parole, je n'ai même pas posé les questions. Donc, Mais je suis montée avant gabonisation. En fait. Oui, excusez-moi. Oui, je ne veux pas être longue. Il se fait déjà tard. Bonsoir, monsieur Maganga Pierre Moussavu. Est-ce que la dame passe en Monsieur Maganga Moussavu Pierre Claver. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien, madame. Merci. Moi, je n'ai pas de questions. Je viens juste ici vous émettre une doléance. J'ai entendu tout votre discours. Certes, qui reste à saluer à 50%, mais qui est déplorable aussi à 50%, parce que j'estime aussi que vous avez fait partie du gouvernement et qu'il y a beaucoup madame, de choses. Je suis fier d'avoir fait partie du gouvernement de mon pays. Je suis fier. Il faut être fier d'avoir... Raison pour laquelle je dis que je suis fier à 50% de votre parcours. Et les autres 50% me laissent une désolation terrible. Ah mais bon? Je suis fière de votre parcours, oui. Aujourd'hui, moi, j'ai une seule question. Qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse gabonaise qui est en totale perdition? Vous aviez été au gouvernement. Quelles sont les méthodologies que vous avez mises en place pour que la jeunesse gabonaise aujourd'hui ne soit pas en déclin? Vous parlez de beaucoup de ponts. Vous parlez de beaucoup de choses qui ont été faites exactement. Mais il y a un réel problème. Même lorsque vous aviez été au pouvoir, la question de la jeunesse. Aujourd'hui, avec tous ces milliards que vous aviez là, qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse gabonaise qui est en total déclin? Si vous aviez une notification, moi je vous propose un projet pour la jeunesse gabonaise. Est-ce que vous êtes au Laissez-moi donc vous indiquer mes projets. Allez-y, merci. Vous savez que mon insistance sur la nécessité d'expliciter un projet de société naît du fait qu'il y a la désolation partout. J'ai parlé d'abord, vous parlez de la jeunesse, mais il faut parler de l'éthique, l'absence d'éthique. L'absence d'éthique individuelle, l'absence d'éthique de groupe et l'absence d'éthique du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut former des gens non pas à la dépendance, mais former des gens à être des citoyens qui ne dépendent que d'eux-mêmes. On peut toujours dépendre de l'autre, il y a l'interdépendance, mais pas dans les conditions que nous constatons d'abord. L'éthique individuelle doit nous amener à dire il faut que chacun de nous fasse un effort. Mais cela suppose accepter l'effort fait par l'autre et accepter l'exemple. Or, au Gabon, nous sommes dans la politique du faux. Tout le monde est voleur, personne ne fait l'effort. Or, l'étranger qui vient chez nous n'est pas voleur, il s'enrichit sous nos yeux. Et Saint Matthieu de dire qu'on donnera à ceux qui connaîtront l'abondance, à ceux qui n'ont pas, ils leur ôteront même le peu qu'ils ont. C'est ce à quoi nous assistons. D'abord, le goût de l'effort. Je prône le goût de l'effort. Je prône le courage. Je prône l'esprit d'initiative et l'esprit d'abnégation. Il faut qu'on se réapproprie ces valeurs. Qu'on soit jeune ou vieux, s'approprier ces valeurs. L'éthique de groupe,
ce n'est pas pour la défense des intérêts personnels, mais pour la défense des intérêts de toute une nation. Et malheureusement, quand on forme les associations, quand on forme des groupes politiques, c'est parce qu'on sait qu'on va recevoir de l'argent. Donc, c'est la complaisance, l'absence d'effort, l'absence d'exemplarité. Et vous verrez des gens qui tiendront des discours pour ne pas éveiller les consciences, des discours qui abrutissent et qui fait que le Gabonais pense qu'en allant même dans les églises, Dieu va leur donner la possibilité de changer. Non, Dieu nous a donné un pays merveilleux, mais il faut que par les forces, le courage et l'abnégation, nous travaillons notre pays. D'abord, il faut tenir ce discours de vérité aux jeunes. L'éthique de pouvoir, c'est que le pouvoir que le peuple vous donne, le pouvoir que Dieu vous donne, n'est pas un pouvoir pour vous servir, mais un pouvoir pour servir. Ce n'est pas un pouvoir pour asservir, c'est un pouvoir pour montrer, comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples le jeudi saint, c'est pour montrer que celui qui a le pouvoir doit être au service des autres. Quand vous avez par exemple un président qui dit « moi seul, je peux être candidat », tous les autres ne doivent pas être candidats, il faut fuir celui-là. Ça, c'est un exemple que je donne. Maintenant, qu'est-ce que je préconise pour les jeunes? D'abord, une bonne formation. Formation au niveau de l'enseignement primaire, formation au niveau de l'enseignement secondaire, formation au niveau des universités, ce qui suppose construire ces établissements. Mais avant ça, je voudrais vous étonner, vous choquer. Je veux une politique nataliste. Et c'est pour cette raison que dans mon programme, parce qu'avec les 2 millions, nous n'irons nulle part. Le pays est tellement grand qu'on n'ira nulle part avec ces 2 millions. Je préconise de donner 25 000 francs à chaque Gabonais dès sa naissance. Et c'est un revenu universel minimum de solidarité que l'on garde à vie. Parce que le Gabon peut s'autoriser de donner à chaque citoyen 25 000 francs. Dans nos villages, il n'y a même pas quelqu'un qui a 100 francs dans le mois. Donc, en lui donnant 25 000 francs de la naissance jusqu'à son décès, on partage un revenu en fonction des moyens que l'État nous a donnés. C'est pas pour la paresse, parce que c'est 25 000 francs. Quand l'enfant naît, les parents utilisent cet argent pour élever l'enfant, pour acheter les biberons et les autres. Quand il va au primaire, on en profite pour acheter ses cahiers. Quand il va au secondaire, n'oubliez pas que la bourse, c'est 8 000 francs ou 10 000, mais 25 000 francs par mois, ça fait... À moi, les 25 000 francs CFA. Bon, donc 25 000 francs multipliés par 3, donc par trimestre, ça fait 75 000. Et quand il va à l'université, il a ses 25 000 francs et il a sa bourse, parce que c'est un investissement. La bourse n'est pas un don qu'on fait, c'est un investissement que l'État réalise parce qu'il a des objectifs qu'il veut atteindre. Il faut des gens bien formés pour gérer le pays. Sinon, si vous n'êtes pas bien formé, on peut vous tromper. Vous pouvez croire que vous êtes dans la bonne direction alors que vous allez dans la mauvaise direction. Et ensuite, je veux créer des banques de développement dans chaque province qui sont autonomes. Des banques de développement et d'inciter les jeunes à avoir des projets. C'est-à-dire, ça s'adresse à des jeunes qui sont sans emploi, qui ont des projets en groupe. Ça s'adresse à des gens qui ont terminé leurs études. Ça s'adresse à des personnes qui ont perdu leur emploi. Ça s'adresse aux femmes. Ça s'adresse aux filles, ou même aux filles mères, qui ont besoin, qui ont des projets et qu'on peut financer dans chaque province avec des concours de projets, avec des jeunes universitaires qui terminent leurs études pour aller encadrer ces gens-là avant qu'eux-mêmes ne puissent avoir des projets à financer. Chaque province doit avoir une banque de développement qui permettrait à chaque citoyen d'aller déposer son dossier. S'il faut, par exemple, à Libreville, financer 1000 dossiers par an, on examine, on voit ceux qui peuvent être financés, ils sont financés, et avec des règles strictes, avec un taux d'endettement, un taux
un taux de 4 à 5%, il ne faut pas que ce soit important, avec un différé d'amortissement en fonction du projet, et pour l'aider à d'abord asseoir son projet avant qu'il ne rembourse. Parce que l'État n'est pas là pour spéculer, l'État est là pour aider. Et je vous assure que en faisant que chaque Gabonais ait la possibilité de s'enrichir, parce que l'objectif c'est que le Gabonais doit être riche, et il faut l'accompagner. Un Gabonais peut échouer une fois, il va se relever. Il peut échouer 2 fois, il va se relever. À la 3e fois, il n'échouera pas parce qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse échouer. Il n'y a pas de raison. Et quand je parle de projets, ce n'est pas des projets mirobolants, ce n'est pas des projets extraordinaires. Même de pouvoir s'organiser pour mettre des plantations en place. Par exemple, moi, je voudrais renforcer mon ranch pour prendre des jeunes, créer un centre de formation à mon ranch pour prendre ces jeunes par groupe de 5, les installer depuis Mandilou jusqu'à Mabanda pour qu'ils puissent tous les 2 ou 3 kilomètres avoir la possibilité d'être installés en groupe pour qu'ils aient un minimum de vaches, un minimum et avec un taureau, et ensuite leur donner la possibilité de planter du manioc, tout ce qui peut faire en sorte que le Gabonais devienne indépendant. Et imaginez-vous qu'il y ait 1000 structures comme ça, implantées de Mandilou à Alebamba, de Mandilou à Mabanda, en partant aussi sur la route de Mouabi, de Tchibanga vers Mayumba, de Tchibanga vers Mouabi, et de Tchibanga vers Moulengi-Binza, des zones qui sont encore disponibles, qui ne sont pas occupées par la société, et vous allez donner des emplois aux jeunes. Et à partir de ce moment, vous allez apprendre à la jeunesse gabonaise à se mettre au travail, mais il faut les accompagner. Il faut les accompagner, il faut pas dire, il faut des projets qui accompagnent les jeunes. Si vous dites aux jeunes que par an, nous allons prélever 1 ou 2 ou 3 ou 4 bêtes pour vous permettre de vivre et aller vendre, donc vous ne faites que produire et il y a une structure qui vient acheter et qui va vendre, mais les Gabonais ne demandent que ça. Les jeunes vont s'épanouir. C'est pas seulement dans le domaine de l'élevage, c'est un exemple que j'ai pris, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'électricité, des projets, au niveau de la plomberie, au niveau de tout ce qui peut faire en sorte que les Gabonais s'approprient l'économie. Parce que l'économie commence par l'artisanat. L'artisanat, c'est pas ceux qui fabriquent seulement des... Objection, monsieur Pierre Claver-Manganga Moussavo. Désolé, je vous coupe. Alors, moi, j'ai besoin d'investir au Gabon pour une structure pour des jeunes, pour tout ce qui est formation. Combien... Mais j'ai parlé de la formation. Oui, vous dites, quand vous aurez formé des Gabonais, vous leur donnerez du travail. Moi, je parle de donner du travail. Non, mais j'en arrive, monsieur. Avant de donner du travail, il faut former. On ne peut pas mettre un incompétent. Je pensais aussi à la formation. Vous savez, quand je parle de mon ranch, je parle de former les jeunes. Mais je suis d'accord avec vous, monsieur. Maintenant, moi, je vous pose une question cruciale et je me mute parce que je pense qu'il va se faire tard. Vous êtes fatigués. On est tous fatigués. Il y a aujourd'hui des Gabonais qui ont des projets d'investissement, de construction de vraies structures de formation pour tous les jeunes Gabonais. On a besoin d'un financement. Vous êtes prêts aujourd'hui, vous, à mettre combien pour que ce financement voit le jour sur le territoire gabonais qui doit venir édifier et aider les jeunes Gabonais? Vous me posez la question en tant qu'individu ou me posez la question en tant qu'État? En tant qu'individu qui aime le Gabon et qui veut le développement. Vous ne trouverez pas, vous voulez que je vous dise la vérité, vous ne trouverez pas un citoyen gabonais, à moins de vouloir profiter du fait que nous sommes en période électorale, pour vous dire que je vous sortirai 1 milliard pour vous financer dans votre projet. Donc vous attendez d'être au pouvoir en fin d'État. Écoutez-moi, je pourrais donner à la banque, à une banque, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards si j'en ai, en disant
Et ça permet de financer des projets et vous irez à la banque pour présenter votre financement et montrer la faisabilité de ce projet et la rentabilité du projet. Parce qu'il faut que vous puissiez expliquer qu'on ne sera pas là à vous soutenir avec votre projet, vous vous en sortirez. Sinon, vous ferez un projet et vous ne pourrez pas le faire fonctionner. Donc vous attendez l'accès une étude de faisabilité et de rentabilité. Donc vous attendez d'être président afin d'établir des projets pour la jeunesse gabonaise. Oui, les projets. C'est-à-dire que moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais des banques et un concours organisé dans chaque province pour prendre les meilleurs projets et les financer régulièrement. À partir de ce moment, il y aura un suivi. Tous les jeunes qui sortent des universités vont être employés, encadrés d'autres jeunes jusqu'à ce qu'eux-mêmes aient envie de s'installer. Mais personne ne restera assis. Personne. Il faut absolument, nous ne sommes pas d'abord nombreux, c'est faire preuve de cécité, c'est faire preuve de paresse, c'est faire preuve d'absence d'initiative, que de laisser des Gabonais. Quand moi je vais, par exemple, au ministère des Finances, je vois tous ces jeunes qui vous font signe pour vous garer et moyennant un petit quelque chose, je me dis, mon Dieu, des bras qui sont disponibles et des gens en bonne santé qui pourraient être employés à autre chose qu'à faire ce qu'ils font. Il est vrai que le manque de parking, c'est aussi une activité. Il est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont dans les universités n'ont pas de résidence universitaire. Ce sont des domaines où j'aimerais m'investir parce qu'il n'est pas normal qu'un jeune dorme au salon d'un de ses parents ici à Libreville tout en allant à l'école. Donc, vivant dans des conditions difficiles. Ça, ce sont des choses qui doivent se faire. Quand je parle là, des opérateurs économiques, je dis, il y a un créneau important, c'est la construction des résidences universitaires. Il y a 30 000 étudiants, mais qui sont sans logement. Ça ne peut pas se comprendre. Et tout ça, ce sont mes préoccupations, et c'est dans mon programme. D'accord, ok. Merci beaucoup. Monsieur Pierre Claver Manganga Moussavou, je vous souhaite une agréable soirée, mais vous n'avez pas convaincu du tout ma personne. Ah, mais bien sûr, laisser Oligui président. Bonne soirée. Ah, voilà. Laissez Oligui président. Si vous êtes, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, que plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui a le meilleur projet de société, Oligui, quel projet qui vous propose? C'est aujourd'hui que vous trouvez qu'Oligui n'a pas de projet. Quand vous étiez mais c'est moi qui lui ai même suggéré de poursuivre les universités. Monsieur Pierre Kanga, quel projet il a? Vous me posez la question, je vous réponds sur ce que je veux faire, et vous dites, vous n'avez pas de projet, pour des jeunes, monsieur Pierre Manganga Moussavou. Vous attendez d'être président en tant d'aider la population gabonaise. C'est du foutage de gueule. Vous prenez un militaire et vous lui dites que c'est maintenant le militaire qui va être capable de gérer le pays. Vous aviez participé, monsieur, à l'échec du pays. Assumez. Vous avez participé à ce que la charte du pays soit renversée. Est-ce que vous savez qu'Oligui, quand le président Bongo est mort, il faut assumer, monsieur. Vous avez participé avec le président Omar Bongo. Est-ce que vous savez qu'Oligui a pris les moyens à la présidence? Il est allé investir aux États-Unis. Aujourd'hui, vous dites ça d'Oligui, mais quand Bongo était là, on ne vous voyait pas. Vous croyez qu'Oligui est un exemple? Aujourd'hui, vous dites ça d'Oligui, mais quand Bongo était là, on ne vous voyait pas. Non, non, ce ne sont pas des spéculations, ce sont des réalités. Eu à dire des choses sur vous, vous nous avez dit que ce sont des spéculations. Nous n'avons pas eu de preuves. Au stade où nous sommes, si vous êtes venu défendre Oligui, au stade où nous sommes, je ne peux pas spéculer. Ben, de la même manière, vous avez dit que ce qu'on disait c'était de la spéculation, vous pouvez aussi spéculer sur lui. Alors, je ne spécule pas. Voilà une dame qui me pose la question. Je lui définis le programme tel que je veux faire pour que les jeunes aient des emplois. Et elle me dit,
que vous ne me convoquez pas du tout, c'est laisser Oligui. Mais enfin, allez voter Oligui, c'est votre responsabilité. C'est votre... Vous êtes libre. Mais ne soyez pas quand même aussi de mauvaise foi que ça. Oui, le live tire à sa fin. Il se fait extrêmement tard. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation et peut-être éventuellement faire une partie. Non, il se fait tard. Nous aurions certainement une partie 2. Nous remercions Monsieur Pierre Claver Manga Moussavou. À très bientôt pour une partie 2 si vous le souhaitez. C'est toujours un honneur de vous recevoir. Je voudrais vous remercier pour toutes les questions qui ont été posées. Mais je dis, c'est dommage. Il faut élever le débat. Nous ne sommes pas là comme des adversaires. Nous sommes là pour construire. Il faut, si vous voulez qu'on baigne toujours dans la médiocrité, on peut toujours y aller, s'il n'y a pas de problème. Si vous voulez voter pour Oligui, qui a dit qu'il remettrait le pouvoir aux civils, vous pouvez le faire. Si vous voulez voter pour Oligui, qui a éliminé tous les autres pour qu'il soit, c'est l'effet du coup d'État, vous pouvez le faire. Mais il y a des gens qui estiment qu'il a menti, qu'il a manqué à sa parole. S'il y a des gens qui estiment qu'il a manqué à la probité et en éliminant tous les autres, ils ne seront pas service parce qu'il incite tout le monde à faire un coup d'État et que le moyen d'accéder au pouvoir, c'est désormais par le coup d'État. Il ne faut pas s'étonner qu'un jour, il y ait la partition de ce pays. Si on ne veut pas qu'il y ait la démocratie, si on ne veut pas qu'il y ait des débats, et si on se bouche les yeux et les oreilles pour ne pas voir la réalité. Une fille de Mouila qui sait bien que le pain, il y a Maranga, il y a Divungi qui le faisait, il ne le fait plus, mais il y a un Mauritanien qui le fait, et il y a les dépôts pharmaceutiques, il y a tout ce qu'il faut dans Mouila. Ce n'était pas évident il y a quelques années. Donc si vous ne reconnaissez pas ce que les gens font, pourquoi faire des efforts? Pourquoi faire des efforts? Tous, nous n'avons qu'à dire, bon, on va chez Oligui, mais vous n'aurez pas la place chez Oligui. Moi, j'aurai la place. C'est ce que vous ignorez. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Claver. Vous savez, ici, vous avez des profils différents. Vous avez des jeunes de 18 ans, des collégiens, étudiants, travailleurs, vous avez toutes les couches. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, hein. Vraiment, à ce niveau-là. Et ça ira. Merci beaucoup. J'avais des questions très succinctes. Le vœu pour une partie 2, il se fait tard, on va libérer le candidat. Merci, excellente soirée. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée de répondre à vos questions avec... en vous ouvrant mon cœur et en espérant que les gens ne viennent pas avec des idées arrêtées pour faire des conclusions avant même que de poser des questions. Mais qu'à cela ne tienne, ça fait partie du Gabon, nous sommes coutumiers de faire, mais je vous annonce que demain, nous avons en face de l'ODICA à lui, là, une conférence de presse que mène moi-même, Ondo Ossa et Billy Binze et Onanga Yobege. Et nous aurons l'occasion donc de dire un certain nombre de choses. Ceux qui veulent venir, c'est l'occasion aussi de venir apprendre ce qui se passe dans le pays et les contradictions qu'il y a dans la vie politique du Gabon et surtout au niveau du code électoral et qui nous empêche d'avoir la transparence effective aux élections à venir. Merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée.